Et salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de ce match nul entre Lens et le FC Metz. De partout entre les deux équipes, les Messins qui ont réussi à deux reprises à remonter le score avec notamment un but de Wagner sur penalty et de Thomas Delaine, un but magnifique à la 57e minute de jeu. Et les Messins qui finalement se sont sortis de ce match où ils étaient quand même assez mal embarqués, notamment dans le contenu du jeu. On va étudier ça par la suite. Et forcément que on est d'un côté soulagé peut-être de ne pas concéder la défaite, et donc on a peut-être plutôt gagné un point plutôt que perdu 2 points, plutôt l'opposé côté lensois. Mais c'est vrai qu'il y a des questions sur le contenu même du match qui laissent un peu une sorte d'interrogation, et c'est un peu sur ça que l'on va se pencher. Pour ce débrief, exceptionnellement, je n'ai pas Monsieur Grenat Forever avec moi puisqu'il a eu un empêchement, et donc vous êtes un peu en face à face avec moi pour justement surtout écouter ce que je vais vous proposer pour ce débrief. Bien sûr, et c'est le plus important, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes les remarques thématiques que l'on va aborder sur ce débrief. Comme d'habitude, il y aura le programme qui sera à votre disposition. Vous allez voir un peu toutes les questions que je vais essayer d'aborder avec vous sur ce match. Donc bien sûr, vos réactions dans les commentaires, votre top et flop. J'attends votre top et flop bien sûr dans les commentaires aussi. Et donc vous avez un peu cet espace-là pour vous exprimer aussi à ce sujet. Dernière petite chose, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube comme d'habitude pour nous soutenir. On vous remercie énormément de votre soutien depuis le début et on l'espère pour les mois et pourquoi pas même années à venir. Soyons fous. Donc encore une fois, un grand merci. Tout de suite, je vous propose qu'on aille faire un petit tour du côté des compositions des deux équipes. Parce qu'on ne va pas rentrer dans le cœur même, je dirais, de est-ce que la tactique Messine a marché ou pas. Ça, je vous rassure qu'il y aura une partie bien dédiée dessus. Mais tout d'abord, regardons un peu tactiquement ce que nous propose cette équipe de Lens. Puisque Lens, finalement, dans les intentions de jeu, on n'est pas forcément surpris au fur et à mesure des matchs récents. Je veux dire, on en a parlé durant l'avant-match. On sait que cette équipe de Lens, elle aime bien tout simplement attaquer. Et que forcément, il faut se préparer à avoir une armada lensoise qui n'a pas peur d'aller de l'avant, d'aller en nombre vers l'avant et de nous menacer offensivement. Quand vous regardez cette équipe, il y a quand même plutôt une certaine logique respectée par rapport au match précédent. On a toujours ces 3 défenseurs centraux présents avec 2 pistons, notamment le piston droit qui est Jonathan Klaus, qui est un piston qui est très dangereux offensivement et donc forcément à surveiller côté Messin. Il y a un truc qui a changé comme au milieu de terrain, c'est que vous savez que Kakuta avait été appelé dans le groupe par Franck Hez, l'entraîneur de Lens. Finalement, Kakuta ne joue pas et donc on a Fofana qui d'habitude est peut-être un peu plus à reculons dans ce milieu de terrain là, mais qui là pour le coup va avoir un peu plus d'expression offensive sur la composition mise en place. Donc vous avez donc ce milieu à 3, Fofana, Doucouré, Cahuzac, avec donc Doucouré qui est un peu plus en position de numéro 6, et c'est d'ailleurs confirmé par les positions moyennes durant le match, et Fofana qui, on va le voir par la suite, mais aura un rôle très important quand même dans la réussite offensive, je dirais, de cette équipe de Lens. En attaque, Kalimuendo, Sotoka. Alors c'est vrai que dans le match, on a plus vu des fois un Kalimuendo avoir un impact important sur le côté gauche plutôt que le côté droit. Je sais que les positions moyennes mettent plutôt un Sotoka légèrement côté gauche et Kalimuendo légèrement côté droit. Mais bon voilà, je vous ai mis un peu cette disposition-là. Au niveau du FC Metz, qu'est-ce que l'on va aligner côté Frédéric Antonetti ? Et là, c'était très intéressant de se dire, ok, est-ce que l'on va avoir des changements tactiques par rapport notamment à la liste des joueurs qui étaient absents ? Je rappelle que Oukidja est suspendu, tout comme Kouyaté et tout comme Fabien Santonze. Forcément, on avait des idées de qui allait remplacer tel ou tel joueur. On avait aussi une question, c'était les milieux de terrain. À l'heure actuelle, nous avons 4 milieux de terrain à disposition et qui sont de dimension titulaire. Vous avez bien sûr Papé Matarsar, vous avez Maïga, vous avez Pajot et puis aussi Boulaya dans ce rôle un peu de créateur que l'on a l'habitude de voir. Et donc on se disait, mais s'il reste dans la même logique que les matchs précédents, il va falloir sacrifier un milieu de terrain, puisque finalement Boulaya occupe une position au milieu de terrain et puis les 2 pivots fait qu'il y a un joueur qui doit être mis sur le carreau.
Et donc on se demandait un peu qui allait être sacrifié par Antonetti, à moins qu'on ait un changement, je dirais, d'idée tactique avec peut-être un système à 4 défenseurs. Ça avait été évoqué, même si le fait de ne pas avoir vu cela lors notamment du match de Coupe de France contre Valenciennes laissait peut-être peu de chance à cette idée-là de s'exprimer, parce que ça aurait été peut-être un manque de préparation, je dirais, pour un système qui, je vous le rappelle, n'a plus fait son apparition depuis la phase aller, et notamment le changement opéré de mentalité au niveau de la défense, par exemple, depuis le match de Strasbourg, et Montpellier a été vraiment le socle sur lequel Metz a essayé de se construire dans ce système en 5-3-2, ou on avait très bien dit en 3-4-3 hybride, enfin voilà, vous avez compris cette idéologie actuelle. Quand on remonte du bas vers le haut, gardien de but, Caillard, pas de surprise dessus, vu que c'est le numéro 2, dans la continuité, il lui reste encore 2 matchs à effectuer à ce poste-là après le match contre Lens. Hein. Donc il est dans sa série de matchs titulaires qui est prévue. Au niveau de la défense, alors par rapport à la défense centrale notamment, on a finalement John Boy, Braun et Fofana qui sont alignés. Fofana remplace donc Kouyaté. Alors normalement Braun est central droit, hein, pas central axial. Et pour le coup, peut-être étonné de ne pas voir un nouveau Fofana en tant que central gauche, alors que quand il jouait, quand il remplaçait par exemple un suspendu, généralement il était mis dans cette zone-là. Mais finalement, ouais, Braun prend l'axe, et donc Fofana finalement va sur un côté qui lui va peut-être mieux vu qu'il est droitier, donc finalement peut-être qu'il sera plus à l'aise dessus, donc ce qui fait que grosse responsabilité dans l'axe de la défense pour Dylan Braun, hein, bien sûr, avec ce repositionnement. Au niveau des pistons, Udol joue latéral gauche, on met latéral droit, piston droit, Thomas Delaine, puisque 111 étant suspendu, on décide d'utiliser le seul joueur de qualité titulaire, si l'on veut, pouvant jouer sur un côté droit, vu qu'il est ambidextre, à savoir Monsieur Thomas Delaine. Hein. Udol n'étant pas droitier, on décide de ne pas prendre ce risque dessus, et on met Thomas Delaine dans un coin qui ne va pas trop l'handicaper, alors qu'un Udol aurait eu beaucoup plus de mal. On remonte d'un cran le milieu de terrain. Et là, on en revient à ce que je vous disais. C'est que soit Antonetti sacrifiait quelqu'un, comme je vous l'ai dit, il n'y a seulement que 3 places normalement dans ce milieu, dans ce schéma-là. Et là, on se retrouve avec 4 places. Bizarre quand même. Alors, 4 places pour 4 joueurs, donc Sarr, Pajot, Maïga et Boulaya. Pajot avec un rôle davantage de sentinelle, ou alors numéro 6, hein. Juste devant lui sur la gauche, Pape Matar Sarr, et on a Maïga en position de milieu central droit. Donc voilà, vous avez un peu le triumvirat que l'on espérait à certains moments, peut-être dans une autre configuration, hein, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, Pajot reste en numéro 6, et Boulaya donc reste dans ce rôle de créateur. Mais bon, comme je l'ai dit, on retire un attaquant pour mettre un milieu de terrain, ça veut donc dire qu'il ne reste plus qu'un seul attaquant à mettre sur le terrain, et on prend Wagner pour probablement se dire qu'on va essayer de jouer dans la profondeur, dans la percussion, même si on sait que Wagner en starter n'est pas forcément le meilleur élément pour la percussion. Hein, et donc il est beaucoup mieux quand il est en situation de rentrant, notamment quand on a pu le voir sur par exemple son match contre Brest, hein, où il provoque le penalty. On voit que c'est un joueur qui, en rentrant, est très impactant. En starter, c'est un peu plus compliqué, notamment dans les questions de percussion, mais c'est le choix opéré par Frédéric Antonetti, avec donc ce 5-4-1, si l'on veut, qu'il décide de mettre en place. Donc un choix, petit rappel, mais on va en parler juste après sur les questions thématiques, où il veut prendre, semble-t-il, le pouvoir dans le milieu de terrain, et donc forcément que ça intrigue quand on voit ça dans les premières minutes, mais aussi ça intrigue surtout 1 heure avant le coup d'envoi. On se demande mais comment va fonctionner un tel système, et est-ce que cela va permettre à Metz de peut-être prendre un contrôle éventuel du jeu, mais aussi de bloquer le travail des Lensois sur le terrain, et c'est ce que l'on va voir tout de suite. Alors tout de suite, parce que je vous ai préparé quelques petites questions thématiques que l'on va essayer d'aborder sur ce match, c'est-à-dire que je ne vais pas vous faire une analyse par exemple de tous les buts. Si vous voulez une analyse notamment du deuxième but lensois qui est marqué par Cahuzac, j'ai publié une vidéo dans la journée du lundi 15 mars où je décortique pendant à peu près 20 minutes le but marqué par Cahuzac, le deuxième but lensois, pour expliquer un peu
les raisons pour lesquelles ce but est inscrit par les Lensois, expliquer notamment les origines, mais aussi le fait que c'est un ajout de plusieurs erreurs qui conduit à ce but de Cahuzac. Et donc si vous voulez avoir par exemple une analyse détaillée d'un but en particulier, vous avez cette vidéo-là à retrouver sur la chaîne YouTube La Maison du Grenat. Mais je préfère quand même rester dans une analyse un peu de discussion avec vous, plutôt que de faire des focus qui des fois prennent du temps, comme par exemple des focus de 20 minutes, et c'est vrai que ça peut des fois être assez long. Là, on va essayer d'aborder des sujets précis sur ce match. Bon, première question que je me suis posée, c'était, ok, Antonetti décide de faire quelque chose qui est inhabituel, c'est qu'il change de tactique. Parce que même si défensivement, on a un peu le même esprit que les matchs précédents depuis notamment la phase allée, donc ce match de socle qui est le match de Montpellier lors de la phase allée, forcément il y a quand même une modification majeure, c'est qu'il retire un attaquant et il rajoute un milieu de terrain. Un seul attaquant qui se démerde tout seul, 4 milieux de terrain. L'objectif, on l'a pris notamment lors de la conférence de presse d'après-match, c'était de prendre contrôle du milieu de terrain, de s'assurer que à la fois on puisse faire ce que l'on a envie au milieu de terrain, mais que surtout on arrive à peut-être empêcher cette équipe de Lens de faire la loi dans cette zone du terrain et de justement essayer d'avoir peut-être une meilleure maîtrise du jeu. Cette réaction-là d'Antonetti est peut-être à prendre en considération vis-à-vis de ce qui s'est passé contre Angers il y a de cela 10 jours. À savoir que contre Angers, Stéphane Moulin, l'entraîneur d'Angers, réagit à la composition tactique d'Antonetti qu'il met en place depuis plusieurs semaines et décide de carrément changer sa vision des choses, alors que Stéphane Moulin est un entraîneur qui normalement ne change jamais de tactique. Et pour le coup, il a décidé de modifier notamment son milieu de terrain en mettant un milieu de terrain un peu plus athlétique pour embêter ce double pivot messin, ce qui fait que Metz a été vraiment déjoué notamment dans la zone du milieu de terrain. Et je pense que peut-être que voilà, Antonetti se dit bon, ok, j'ai un entraîneur qui quand même m'a déjoué tactiquement, je vais quand même bousculer peut-être un peu les choses et je vais essayer d'en faire de même avec Franck Hez, essayer de le bousculer dessus. Il se trouve que Franck Hez a lui aussi fait un petit changement qui comme est assez majeur, c'est de mettre Fofana. Fofana, c'est un joueur qui à la fois est techniquement plutôt bon, physiquement qui est aussi très intéressant, je dirais même athlétiquement. Et finalement, il va renforcer athlétiquement son milieu de terrain, un peu comme s'il avait anticipé cela, même si je ne pense pas qu'il ait anticipé le fait que Metz allait sacrifier son attaque pour son milieu de terrain. Et finalement, c'était bonne réponse. Quand on voit surtout, par exemple, le deuxième but que met Lens, qui part justement d'une récupération collective de Fofana, accompagné, je crois, de Medina, donc l'un des défenseurs centraux. Cette récupération sur Wagner qui après, comme vous savez, conduit à la passe sur Kalimundo, le centre de Kalimundo, deuxième poteau pour Cahuzac. D'accord ? Donc c'est un peu pour vous dire que changement de tactique d'Antonetti est-il un échec ? Bah oui, parce que finalement quand vous l'entendez en conférence de presse dire qu'il mise sur le renforcement du milieu de terrain, que c'est le choix d'un match, ça prouve qu'il avait une ambition sur ce match assez importante. Et dites-vous que quand vous regardez les 4 noms du milieu de terrain, on n'est pas sur 4 milieux de terrain qui sont forcément mis sur le terrain pour leur dimension athlétique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est quand même sur 4 milieux de terrain, quand vous prenez Maïga, Pajot, Sarr et Boulaya, qui savent jouer au foot. Ils savent aussi récupérer des ballons, ils savent faire du travail défensif. Aussi bien un joueur comme Sarr, plutôt jeune, mais qui arrive à montrer de bonnes choses offensivement, que même un Boulaya, dont on a vu notamment les très bons retours défensifs lors des récents matchs, qui nous font dire que finalement, il y a la possibilité de faire du pressing, il y a aussi du bon jeu au pied, et le fait par exemple de voir un Pajot être mis en numéro 6 répond à cette exigence-là, puisqu'on sait qu'il savait quand il était mis en numéro 6 diriger le jeu assez facilement, et donc on se dit qu'il met un milieu en place pour faire le jeu au milieu de terrain. Le problème qu'il y a, c'est que c'est pas du tout ce qu'on a vu. On a surtout vu un milieu de terrain lensois qui savait jouer rapidement vers l'avant, rapidement se projeter vers l'avant. Et encore une fois, le deuxième but dont j'ai fait l'analyse sur la chaîne YouTube, que vous pouvez encore une fois retrouver sur la chaîne YouTube, le montre très très bien. Les milieux lensois se projettent rapidement vers l'avant dès qu'ils ont la balle. Et c'est Cahuzac qui met le deuxième but. C'est un milieu de terrain qui met le deuxième but dans la surface de réparation du FC Metz.
Euh, Là où les Messins au milieu de terrain, quand ils avaient le ballon, n'arrivaient pas en fait à percer le milieu de terrain lensois, soit par le fait d'amener la balle, soit par des passes tout simplement. Et on a eu beaucoup de jeux latéral. Alors aussi bien un joueur comme Pajot ou un joueur comme Sarr ont beaucoup fait de jeux latéral durant cette rencontre. Ce qui est très très problématique parce que forcément, quand vous avez qu'un seul joueur offensif devant, qui en plus c'est Wagner, quand vous n'arrivez pas à passer à travers votre jeu de passe ou à travers votre jeu balle au pied ce milieu de terrain en soi, avec votre milieu de terrain, qu'est-ce que vous faites? Vous balancez la balle devant. Le problème, c'est que c'est là où peut-être le choix de mettre Wagner en starter dans cette optique-là n'est peut-être pas la bonne. C'est que si vous voulez jouer long, et encore je pense que c'est même pas une bonne idée de toute façon de jouer avec ce système-là, dans cette configuration-là, je vais m'expliquer aussi par la suite dessus. Parce qu'il y a une question suivante qui fait référence à cela. C'est pas un joueur qui mesure 1m68 qui va pouvoir rivaliser dans le jeu aérien ou dans le jeu physique avec une défense centrale composée côté lensois. Je le rappelle pour ceux qui l'ont pas vu ou qui l'ont oublié, de Badé, Medina et Grady. C'est pas des petits joueurs. Et tu mets un seul joueur offensif face à ces trois mecs. Forcément que si tu joues long, tu vas perdre beaucoup de ballons. Et surtout, l'adversaire va récupérer beaucoup de ballons. Donc là, ça a été le gros problème de ce changement tactique d'Antonetti. Et donc, vous allez me dire, mais c'était quoi la solution à ce problème, Socket? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Eh bien, il aurait fallu tout simplement faire un truc qui est la question suivante. La question suivante, c'est presser haut semblait être la solution. Pourquoi ne pas avoir fait cela souvent? Et là, vous allez me dire, mais tu fais référence à quoi, Socket? Je fais référence bien sûr aux deux actions menant au but messin. Si vous regardez, par exemple, le penalty, comment il est obtenu, regardez le nombre de joueurs messins dans le camp lensois au moment de la remise en jeu lensoise par une touche, si je ne me trompe pas, pressing collectif haut organisé par Metz, qui d'ailleurs, jusqu'à cette action de penalty qui donne après le but pour Metz, se fait balader par Lens. On presse haut collectivement pour l'une des rares fois de la première mi-temps à ce moment-là. On presse collectivement. Derrière, sous la pression, si je ne me trompe pas, côté lensois, ça doit être Medina. Mais je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est Medina ou peut-être Badé, un des défenseurs centraux, qui rate sa passe. Parce qu'en fait, il est sous pression. Sous pression Messine, et d'ailleurs c'était très bien souligné par Franck S qui avait dit en conférence de presse d'après-match que justement un peu pris sous la panique de la pression Messine à ce moment-là, il a un peu lâché la balle rapidement, le défenseur lensois, et sans trop exactement, on va dire, réfléchir à son geste, et finalement le pressing permet à Maïga de passer devant la défense lensoise, et il y a un contact qui provoque le penalty. Ça, c'est la première action qui vous prouve que presser haut contre Lens a fonctionné. Par la suite, si vous vous en souvenez bien, dans les minutes suivantes, on a à nouveau fait du jeu assez haut, notamment menant à cette action de Wagner, où vous avez le fameux raté de Wagner dont on va parler juste après, où vous voyez encore une fois la position des joueurs messins. Les Messins sont hauts sur cette action, ils accompagnent l'action, ils n'ont pas peur d'aller vers l'avant. Et donc, vous avez ces deuxième exemple-là. Et le troisième exemple qui, là, aboutit à un but, regardez à nouveau la position des Messins sur le but incroyable de Thomas Delaine. Les Messins sont hyper hauts au niveau... ils font reculer énormément la défense de Lens, qui n'est pas habituée à être dans cette zone-là sur le match. C'est pas compliqué. Regardez les positions d'action de jeu côté lensoise. Lens, le jeu se déroule à 19%. Dans le terrain lensois. Donc c'est très inhabituel dans ce match que Lens se fasse autant jouer dans son camp. Et donc forcément, quand vous voyez cela, vous vous dites, ok, en plus notre pressing sur le but de Delaine, regardez le nombre de joueurs messins présents, et ça fait qu'il y a un peu de confusion sur les Lensois. Cahuzac qui dégage la balle comme il peut en la prolongeant du pied, ça tombe dans les pieds de Delaine. Delaine met le but extraordinaire, mais Delaine a une énorme occasion de but au final, qui le transforme. Et c'est là où je trouve que c'est un peu embêtant, c'est que on a eu 3-4 figures quasiment dans ce match, mais 2 concrets, à savoir les 2 actions qui ont mené à des buts, où presser haut, collectivement,
te permet de mettre à mal cette équipe de Lens et de la vraiment faire douter sur ses actions précises. Et c'est là où je comprends pas, parce que clairement, tout le reste du match, on n'a pas vu ça. On a vu une équipe de Metz qui préférait rester dans son terrain à lui. Quand vous regardez les positions moyennes, c'est pas compliqué. Vous pouvez voir que tout simplement, il y a à peu près combien, les 9 joueurs messins, si je ne me trompe pas, 10 joueurs messins, si je compte le gardien de but, qui sont tout simplement dans leur propre partie de terrain. Sans exagérer, si j'inclus Boulaya pour être sympa, dans le terrain de Lens, on se retrouve avec tout simplement 8 joueurs, donc 7 joueurs de champ, 8 avec le gardien, mais 7 joueurs de champ qui restent dans le camp messin. C'est très très bas, alors que finalement, on se rend compte qu'en les pressant haut, on peut les menacer énormément. Et en plus, je vous rappelle qu'on est mené au score à ce moment-là. Quand on est mené sur le 1-0, on ne trouve pas la solution jusqu'au moment où on a cet éclair de génie de presser haut et on aboutit au pénalty qui nous permet d'égaliser. Quand on prend le deuxième but, notre réflexe doit être de ce moment-là, 36e minute de jeu, jusqu'à l'égalisation, voire même plus, de presser haut en fait. Parce qu'on Lens n'y arrive pas, tout simplement, quand ils sont sous pression. Et malheureusement, on l'a fait qu'à 2 reprises pour 2 buts, et c'est là où on a peut-être surtout moi, ce sentiment un petit peu de, on va dire, comment je peux dire ça, de regret de ne pas avoir pu, vous voyez, pousser la chose jusqu'au bout pour, pourquoi pas, marquer un 3e but. Et c'est là où c'est un peu du mal, parce que n'oubliez pas quand même que le 2e but, il est magnifique, le but de Delaine, mais ça intervient quand même. Déjà il est très chanceux sur sa frappe, quand même. Il faut pas. Bon, il est sur une bonne période, notre Toto Delaine, mais dites-vous que c'est quand même trop miraculeux en fait ce genre de situation pour espérer en fait tenir sur la longue. Et ça, c'est vraiment dommage d'avoir la solution sous les yeux, mais de ne pas l'exploiter le plus possible dans un match. Et qu'entre guillemets, c'est un éclair de génie collectif qui à un moment donné se disent ouais, on va presser haut. Mais ça vient pas d'une intention collective pensée bien avant même le match, ou même penser à la mi-temps, de presser continuellement cette équipe de Lens. Donc c'est pour ça que ça me laisse un petit goût amer dessus. Alors, quand vous parlez, je pense, dans la communauté des moments forts du match, bien sûr, vous faites beaucoup référence, je dirais, à ce raté de Monsieur Wagner, puisque Wagner fait pas forcément un bon match. Alors, il marque un penalty, mais c'est vrai que Wagner, on va dire qu'il est quand même, il a une part non négligeable dans le but, le 2e but encaissé. On en a parlé dans la vidéo d'analyse de ce but-là. Et il y a aussi ce raté, qui est peut-être l'un des moments forts, je dirais, de ce match. Vous avez été nombreux et nombreuses à en parler en disant qu'il ne peut pas rater ça à cette distance-là, c'est impossible. Je parle bien sûr de l'action qui a eu lieu à la 27e minute de jeu, ou 27e minute de jeu, n'importe quoi, à la 30e minute de jeu, 30e minute de jeu, où justement, il décide de viser le poteau à la gauche de Lecas, et il trouve le poteau. Alors, je dis il vise le poteau, bien sûr j'exagère quand je dis ça, en fait ce qu'il fait c'est qu'il y a tellement de monde devant le but lensois au moment où il reçoit la balle, que lui son réflexe c'est de choisir un côté. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont dit c'est impossible qu'il rate ça à cette distance-là. Je dirais oui et non. C'est-à-dire que lui, il voit la masse de joueurs lensois devant le but qui bloque un peu les possibilités de la rentrée. Il y a aussi la présence de Lecas, et lui se dit je dois viser un côté. C'est pour ça d'ailleurs qu'il fait un intérieur du pied. Et qu'il fait pas un gros coup de pied bourrin en se disant allez hop, je vais jouer avec la chance, je vais la foutre dedans, enfin je vais essayer de la mettre dedans, et puis on va jouer avec la chance. Non. Il a une volonté précise, c'est de trouver le côté gauche de Lecas, et c'est pour ça qu'il fait intérieur du pied, ras terre. Manque de peau, tout simplement, en voulant trop forcer sur la limite de ce côté-là, il touche le poteau. Et malheureusement, le but n'y est pas, alors qu'on se dit qu'à cette distance, il doit la mettre. C'est pour ça que évidemment qu'un attaquant comme lui, dans ce moment-là, il ne peut pas rater cette action de but, je suis d'accord avec vous. Mais de là à me dire que c'est entre guillemets une faute professionnelle, ou comme je l'ai vu chez certains, pas vraiment. Il cherche un côté
Je pense que dans l'intention de choisir un côté, il n'a pas tort parce que l'axe est vraiment bouché par la présence notamment d'un joueur lensois. C'est pas choquant qu'il choisisse ce côté-là, en fait. Malheureusement, en voulant trop appuyer son geste pour qu'il puisse trouver l'angle le plus difficile à défendre pour le gardien, il décide tout simplement. Enfin, son ouverture est peut-être trop grande et donc il touche le poteau. Et de là à me dire que c'est un scandale qu'il ait raté, c'est pas si automatique que ça, mais ça reste quand même un tournant important du match parce que c'est vrai que derrière, tu es peut-être dans une situation de 2-1. Je sais que. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que Antonetti a très dit que pour lui, on ne sait pas ce qui se serait passé si Metz avait mené 2-1 à ce moment-là. Peut-être que ça aurait changé les choses. Moi, je vais vous donner clairement mon avis. Ce qui n'est pas très partagé par beaucoup de monde, mais je pense réellement que ce but de Wagner n'aurait absolument rien changé dans la mentalité des deux équipes. Certes, Lens se serait dit que marquer un but devient plus urgent peut-être, mais Lens dans tous les cas, aurait continué à attaquer. Comme ils l'ont fait quand ils menaient 2-1. Je rappelle quand même qu'ils ne commencent pas la deuxième mi-temps dans leur 16,50 m, Lens. Lens commence sa deuxième mi-temps où, je rappelle, ils mènent au score 2-1 en voulant marquer un autre but. Est-ce qu'on peut dire que Metz commence sa deuxième mi-temps en voulant marquer le but égalisateur? Je ne pense pas. C'est pour ça que je vous dis que même si Metz avait mis ce deuxième but, Metz aurait tout simplement fait le FC Metz que l'on a un petit peu actuellement, à savoir un FC Metz qui a peur d'aller vers l'avant, ou alors certains vont me dire n'a peut-être pas la capacité d'aller vers l'avant, parce que physiquement on est un petit peu éreinté, même si le dernier match a eu lieu comme il y a une semaine, ce qui ne serait pas forcément une excuse très valable. Mais dites-vous que je pense réellement que ce but de Wagner, à la 30e minute de jeu, n'aurait absolument rien changé à la physionomie du match avec Lens qui aurait continué à attaquer et Metz qui aurait continué de défendre et de procéder en contre. Voilà. Le seul petit problème dans l'histoire, c'est que Metz a continué, en étant mené 2-1, à vouloir profiter plus de contre que vraiment de presser haut et de vouloir instaurer un jeu pour vraiment faire reculer cette équipe de Lens. Voilà. Et je pense que rien que le fait de voir en début de deuxième mi-temps cette équipe de Lens qui continuait à vouloir aller vers l'avant et cette équipe de Metz qui avait peur de faire monter le bloc et de presser ensemble collectivement vers l'avant, est la preuve que dans tous les cas, même un but du FC Metz n'aurait pas changé la donne. Ils auraient évidemment continué à camper le terrain messin et ça j'en suis absolument convaincu. La suite, vous allez me dire quand même, c'est donc ce résultat où Metz réussit donc à accrocher un match nul dans une situation où Metz est encore soumis à une ouverture du score. C'est un phénomène, je m'en souviens qu'en première partie de saison, Metz a eu des cas de figure où c'était un peu une équipe à réaction. C'est vrai que pour le coup, c'est pas que ça nous embête d'être une équipe à réaction parce que je sais que beaucoup de personnes, et peut-être à juste titre, soulignent le fait que cette équipe de Metz a une vraie force de caractère de revenir dans ces matchs et que c'est génial, Metz ne lâche rien, Metz continue, machin. Moi, ce qui me gêne un peu, je vais vous le dire, c'est pas que Metz a une force de caractère. Je trouve ça bien qu'une équipe ait une vraie force de caractère. Et d'ailleurs, peut-être un peu à l'image de son coach, d'avoir une vraie force de caractère, de ne rien lâcher. Le seul problème qu'il y a, c'est que ça fait peut-être un peu trop souvent cette saison que Metz joue avec ce refrain-là. C'est-à-dire ce refrain de devoir être une équipe de caractère, une force de caractère, donc de revenir à chaque fois au score pour espérer ne pas perdre un match. Là, vous prenez par exemple le début de la phase retour. Mais c'est un cas de figure qu'on pouvait voir aussi lors de la phase aller. Quand vous prenez le match de Dijon et Nantes, 10e, 11e journée lors de la phase aller, Metz concède à chaque fois l'ouverture du score et Metz égalise. D'ailleurs, par des petits coups des fois un peu chanceux. Il suffit d'un penalty par exemple pour égaliser contre Nantes lors de la phase aller. Mais donc Metz, quand on prend depuis la phase retour notamment, et j'ai noté, Metz depuis la phase retour, en championnat, je précise, a donc joué 10 matchs et a concédé l'ouverture du score à 5 reprises. À 5 reprises. Donc un match sur deux, Metz concède l'ouverture du score et à chaque fois en première mi-temps.
Pas en deuxième mi-temps, en première mi-temps à chaque fois. Il n'y a pas de règles différentes depuis la phase retour. Et alors pour vous expliquer qu'est-ce qui a donné, qu'est-ce qu'a donné comme résultat ce genre de situation, eh ben, vous aurez bien sûr la liste des matchs, mais bien sûr vous prenez le match contre Brest, d'accord, où on est mené au score, on renverse la vapeur de manière assez incroyable, notamment en deuxième mi-temps, en pressant un peu plus haut comme cette équipe de Brest, hein, comme quoi presser haut, quand on y pense dès le début, ça aide très facilement à revenir dans un match. Mais donc Brest, on est mené, on réussit à renverser et à gagner le match. Vous prenez bien sûr le match contre Saint-Étienne, où on prend ce but et on ne revient pas. But encaissé sur coup franc d'ailleurs, tout comme le match contre Lens, dans les premières minutes de la rencontre, et on ne revient pas. Vous prenez bien sûr le match contre Bordeaux. Bordeaux, on se fait ouvrir, si je ne me trompe pas, à la 13e minute de jeu, et on renverse le match. Ok, très bien, bien sûr. Vous prenez le match d'Angers, on se fait ouvrir en fin de première mi-temps, et on doit essayer de revenir, mais on n'y revient pas. Et là, sur ce match contre Lens, donc on se fait à nouveau ouvrir en première mi-temps, et on doit revenir au score. Même pire, on prend un deuxième but dès la première mi-temps pour terminer finalement la première période menée au score de buts 1. Donc cette équipe de Metz qui d'ailleurs se donne un peu le bâton pour se faire battre. Alors je veux bien qu'effectivement on ait une force de caractère, mais je pense qu'il faudrait voir les stats globales du football moderne. Je pense pas que beaucoup de matchs où l'adversaire mène 1-0 ou 2 buts à 1 se terminent au final en 2 partout pour l'équipe qui est menée au score, ou alors en 3 buts à 2. Par exemple. Ça doit être à mon avis très très rare, des river sweep, hein, si l'on veut, pour utiliser un peu l'anglais. Donc en fait à un moment donné il faut quand même se poser une question, c'est que ok, dans la stratégie mise en place par Frédéric Antonetti, on cherche effectivement à ne pas encaisser de buts, puisque quand vous adoptez la stratégie actuelle depuis le match, je rappelle, de Montpellier phase aller, vous cherchez à ne pas prendre de buts, d'accord ? Et vous espérez justement jouer en transition, profiter des possibilités de transition offensif. Et sur ce match contre Lens, les éléments de transition sur lesquels on essaie de miser sont notamment Thomas Delaine sur le côté droit, bien sûr. On attendait beaucoup plus d'un Boulaya ou d'un Sarr, par exemple, pour aller vers l'avant, apporter quelque chose. Mais c'est vrai que quand vous vous rendez compte qu'il y a peut-être que Wagner et Delaine qui vraiment ont eu un gros impact offensif sur ce match, avec un petit peu aussi de Mathieu Hudol, vous vous dites que ok, on joue la transition sur ces 3 mecs-là, mais ça a du sens que si on ne prend pas de but. Or, malheureusement, ce système, aujourd'hui, à 5 défenseurs, quand bien même on a l'une des meilleures défenses de Ligue 1, et ça pour le coup, vous regardez le classement, tout simplement ça ne le change pas, puisque à l'heure actuelle, le FC Metz, si je regarde le classement, notamment au niveau des buts encaissés, a encaissé 29 buts avec ce qui s'est passé contre Lens. On reste aujourd'hui tout simplement dans une situation où l'on est on doit être 4e si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. On est 4e défense de Ligue 1 à l'heure actuelle. Le problème, c'est que quand vous regardez les résultats récents du FC Metz en Ligue 1, le FC Metz finalement a, depuis la reprise, donc 20e journée contre Lyon, a eu tout simplement 2 rencontres où ils n'ont pas encaissé de but. Je parle bien sûr de championnat, je précise à nouveau. C'était le match contre Lyon, 1-0, et le match contre Nantes, victoire 2-0. Tous les autres matchs de la saison en championnat du FC Metz à partir de la reprise se sont soldés par au moins un but encaissé. Et c'est là où c'est problématique, c'est que quand vous commencez à prendre des buts alors que votre philosophie est de défendre, peut-être pour laisser plus de chance en deuxième mi-temps, de miser sur des rentrants, être le premier à encaisser le but et en plus les encaisser si tôt, cela vous met dans une difficulté qui est immense. Et donc vous êtes très très embêté parce que vous pouvez pas à un moment donné miser sur des miracles. Je suis désolé, mais vous prenez le match contre Brest, on fait le river sweep contre Brest parce que Boulaya nous met un but miraculeux sur coup franc qui rentre une fois sur 10 quand il est tenté.
Voilà, c'est ça, il faut prendre ça un peu en considération. Je rappelle que contre Bordeaux, nous gagnons le match dans les arrêts de jeu. Je rappelle que sur le match contre Lens, nous sommes sauvés finalement par ce but extraordinaire de Thomas Delaine à l'extérieur de la surface de réparation, qui devrait... Enfin, vous le tentez 10 fois, il va rentrer peut-être 2 fois, grand maximum, mais il va pas rentrer tout le temps. C'est beaucoup trop... En fait, le problème, c'est qu'on mise beaucoup trop sur des miracles pour essayer de renverser la tendance. Et ça, en fait, à long terme, ça ne marche pas, en fait. C'est pas une stratégie, en fait, de miser sur des miracles. Alors oui, sur le résultat final, quand vous regardez pas mal, vous vous dites, bah c'est super, on a un joueur qui, effectivement, a fait une belle frappe, on a une force de caractère, très très bien, ok. Mais regardez la manière dont sont mis les buts. En quoi ce sont des buts qui ont permis... Enfin, qui se sont basés sur des constructions pour justement revenir au score, voire même plus loin, des fois renverser le match. Donc, si on joue sur cette corde raide trop souvent, en fait, des fois, ça ne marche pas. Et les exemples cette saison où ça ne marche pas de devoir miser sur des miracles, vous en avez même depuis la reprise. Vous avez le match contre Saint-Etienne, vous avez le match bien sûr contre Strasbourg. Enfin, Strasbourg, pour le coup, on n'encaisse pas un premier but, donc c'est un mauvais exemple. Mais on a bien sûr le match d'Angers. Angers et Saint-Etienne, on prend des buts et on espère à un moment donné un miracle pour y réussir, puisque dans le jeu collectif, on n'y arrive pas. Je rappelle quand même que contre Saint-Etienne et contre Angers, si je me souviens pas, notre deuxième mi-temps se solde par 0 tir cadré. Donc, à un moment donné, je veux bien qu'on mise sur des miracles et que voilà, mais c'est pas non plus très très souhaitable comme stratégie. Et on espère que pour la fin de saison, Metz va un peu régler ce problème-là, notamment de céder l'ouverture du score, surtout avec le système dans lequel nous sommes actuellement. Dernière question dont j'aimerais un peu discuter avec vous, c'est bien sûr... alors, c'est un coup de gueule, oui et non, mais c'est un truc qui revient souvent en ce moment. J'ai remarqué que beaucoup de personnes, dès que l'on veut analyser les matchs d'un point de vue, alors... du contenu notamment, mais je lis toujours le résultat et le contenu, je parle pas seulement que du résultat. Beaucoup de personnes ont tendance à utiliser des excuses, mais certaines excuses sont pour le coup même... elles peuvent se défendre, il n'y a pas de problème, mais utilise ces excuses-là pour entre guillemets, se refuser l'idée d'analyser ce qui n'a pas été lors d'un match. De quoi je veux dire, par exemple, je parle bien sûr de beaucoup de personnes qui nous ont dit, qui m'ont dit aussi à moi, par exemple sur Twitter, quand j'essaie d'aborder un peu la question du contenu du match, ils nous ont dit, mais attendez, on avait beaucoup d'absents sur ce match, on avait 3 absents majeurs, enfin 6 si je prends aussi d'autres blessés, attendez une seconde, quand même, arrêtez de taper sur les gars, ils ont une force de caractère, machin, truc, ok, d'accord. Autre chose que j'ai eu aussi, arrêtez de critiquer, à un moment donné, Metz fait une bonne saison, machin, dites-vous qu'avant la saison, notre situation fait qu'on n'aurait jamais pu espérer une telle chose, donc arrêtez de critiquer. Ça. Et alors le troisième truc que j'ai entendu de la part de Frédéric Antonetti qui m'a peut-être un peu embêté, c'est qu'à un moment donné, il commence à dire que oui, les joueurs sur le terrain ont un manque d'expérience, à part Pajot Boy, pas beaucoup, cumulent à 40 matchs de Ligue 1, patati patata. Bon, alors déjà par rapport à ce qu'a dit Antonetti, ce qui m'a un peu surpris, c'est que je rappelle quand même qu'en face, on a une équipe de Lens qui à l'heure actuelle est quand même 6ème de Ligue 1 et qui jouait en Ligue 2 l'année dernière. Ils jouaient en Ligue 2 l'année dernière. Certains joueurs n'ont pas connu absolument la Ligue 1 et pourtant ils sont dans le 11 titulaire côté lensois et ils sont plutôt bons. Donc me parler de différence d'expérience quand tu sais qu'en plus sur ton 11 du match contre Lens, ok, Caillard n'avait pas fait de Ligue 1, et encore, je pense peut-être qu'il fait de la Ligue 1 à Guingamp. J'en suis pas sûr. Mais bon, partons de ce principe-là. Pour le reste, si vous enlevez, allez, Sarr, puisque Sarr, pour le coup, n'a pas joué en Ligue 1 la saison dernière, Wagner, qui était en Ligue 2 la plupart du temps à Nancy, et qui même à Saint-Etienne, je crois, n'a pas beaucoup fait de matchs, voire peut-être pas du tout, j'ai un doute dessus, en Ligue 1. Tout le reste sont des joueurs qui ont l'année dernière joué en Ligue 1, d'accord ? Braun, et Braun en plus ça fait de la D1 belge pour le coup, donc c'est voilà. Braun, Boy,
Vous avez également Delaine qui a fait des matchs la saison dernière en Ligue 1, Udol qui avait fait de très bons matchs la saison dernière en Ligue 1, vous avez Pajot, vous avez Maïga qui ont joué l'année dernière en Ligue 1, en plus en tant que titulaire quand ils étaient sur le terrain, Boulaya évidemment qui a fait aussi des matchs de Ligue 1 l'année dernière. Donc si je suis sympa, j'enlève 3 joueurs qui n'ont pas joué en Ligue 1 l'année dernière qui étaient sur le terrain. Donc il y a 8 joueurs qui ont joué l'année dernière des matchs de Ligue 1 et qui ont en plus cette saison de Ligue 1 dans les pattes. Alors, me parler de différence d'expérience Ligue 1 vis-à-vis de l'adversaire, c'est un petit peu... c'est un peu quelque chose de léger comme argument, on va dire. Si c'est en face Lille, Marseille ou Lyon, l'excuse peut se tenir parce qu'ils ont peut-être effectivement plus d'expérience vu que Lyon a fait plus que nous, une seule saison de Ligue 1 la saison d'avant, donc ça peut éventuellement se défendre. Mais là, c'est Lens, donc utiliser cet argument-là, un petit peu faible. Ensuite, par rapport à ceux qui me parlent donc des absents, je rappelle quand même que quand tu alignes un milieu de terrain, Sarr, Pajot, Maïga, Boulaya, ces 4 joueurs-là sont titulaires tous les jours de l'année. D'accord ? Donc me dire que les absents ont fait que, c'est pas de la faute des absents si le milieu de terrain de Metz s'est planté sur ce match. Parce que certains vont parler de la défense. Je rappelle quand même que Fofana fait absolument pas un match dégueulasse de point de vue défensif. D'un point de vue de relance, c'est une autre histoire et c'est pas pour ça qu'il est à Metz, d'accord ? C'est pas pour ça qu'il est encore un joueur du FC Metz. Il est un joueur du FC Metz encore, Fofana, parce que c'est un très bon défenseur, ou en tout cas un joueur qui, dans l'impact défensif, est assez satisfaisant. Et pour le coup, quand vous regardez même les stats de Fofana sur ce match, défensivement parlant, en termes de combo, tacle, interception, il est présent. En termes de relance, je suis d'accord qu'il n'est pas là. Mais en termes d'impact défensif, le monsieur, il est présent. Je suis désolé, piston droit Thomas Delaine. Mais attendez une seconde, en quoi Thomas Delaine, sur ce qu'il fait depuis ses récents matchs, c'est moins bon que 111 ? C'est ça que je... Voilà. Et en quoi avoir Udol sur le côté gauche, c'est un problème. Mathieu Udol. Vous avez Mathieu Udolf, Thomas Delaine sur des côtés en piston. Est-ce qu'on est sur une si grande dégression par rapport à une absence de 111 ? J'en suis pas si sûr. D'accord ? Donc, ok, peut-être le fait que Kouyaté soit pas là est un problème défensif, par rapport au fait que tu mets Fofana. Pour le coup, Caillard a fait un match plutôt propre vu que les peu d'actions où il aurait dû avoir un impact d'intervention, notamment une frappe de Kakuta en deuxième mi-temps, il était présent. Très très bien. Pour les buts encaissés, le coup franc dévié qui fait poteau rentrant et la frappe à bout portant de Cahuzac, qui peut absolument rien faire. Hein. Il est pris à bout portant là-dessus. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se cacher derrière les absents. Le milieu de terrain qui n'a absolument pas fonctionné sur ce match, c'est pas des absents, quoi. C'est des mecs, les 4 sont titulaires tous les jours, quoi. Sarr qui est un des meilleurs milieux de terrain que l'on a depuis une série de matchs, et les autres, c'est pas des remplaçants, c'est des titulaires, quoi. Donc l'excuse des absents pour justifier le match contre Lens, ça aussi c'est très limite. Et enfin, dernier point, bien sûr, vous me parlez de la bonne saison du FC Metz. Je rappelle quand même que il reste bien sûr 9 matchs de championnat, nous sommes à la 29e journée, il reste donc 27 points distribués. Le bilan de la saison du FC Metz, on la fera à la 38e journée, on ne la fait pas maintenant parce que, bon, je ne sais pas si vous avez vu le classement, on va en parler juste après, mais accessoirement, le FC Metz est à l'heure actuelle, par rapport à son objectif de début de saison qui est, je crois, la 13e place ou 12e place, même si les blessures font que finalement atteindre une 13e place est assez inespéré, hein, je suis d'accord avec vous, mais le FC Metz à l'heure actuelle est à, si je ne me trompe pas, quelque chose comme 7 points de la 13e place qui est Reims. D'accord ? J'extrapole, je pourrais même dire qu'on est à 8 points de la 14e place qui est Brest, ou alors à 9 points de 15e, 16e. Donc, calmos, 27 points distribués, on a un gros calendrier qui nous attend par la suite, ça n'est pas fini, donc ne nous cachons pas derrière la bonne saison pour dire en gros, on se refuse d'analyser ce match entre Metz et Lens. C'était un petit peu le coup de gueule que je voulais pousser vis-à-vis de la réaction de certaines personnes, mais que je peux comprendre aussi, hein, je veux dire, encore une fois, chacun peut avoir ses arguments pour, on va dire, expliquer des mauvaises performances, mais il ne faut pas se refuser d'analyser ce qui a pété lors d'un match, et pas uniquement se contenter de ça. Mais encore une fois, je dis une chose très importante, c'est que ce genre d'éléments, les absents, l'aspect de la bonne saison,
font que c'est une part d'explication des résultats. Mais il ne faut pas juste prendre ça et occulter le reste. C'est tout ce que je voulais dire. Au niveau du classement, justement, j'en parlais, pour tout doucement aller vers le top et flop par la suite. Le classement, le FC Metz est à l'heure actuelle à la 7ème place du classement. 42 points. Nous avons obtenu notre deuxième match nul lors de cette phase retour, très important, pas au global, parce qu'au global, à l'heure actuelle, nous sommes à un bilan de victoires nulles défaites. Alors j'ai noté 11 victoires, 9 nuls, 9 défaites, donc toujours un résultat ce de partout qui nous permet d'avoir une différence de but de plus 6, et donc Metz 7ème, Lens qui garde ses 3 points d'avance sur nous. Par contre, attention, derrière ça revient avec notamment Rennes, prochain adversaire des Messins, qui aura lieu le match samedi prochain à 13h bien sûr. Encore un horaire absolument dégueulasse, on a un peu l'habitude, et en plus c'est pas fini puisqu'il y aura encore Monaco à 13h par la suite. Sur les autres résultats, pour information, quand on regarde le top 10, Angers a perdu son match contre Saint-Etienne si je ne me trompe pas. Montpellier a également fait un match nul, et donc Rennes a gagné, donc Rennes revient sur nous puisque Rennes est à l'heure actuelle à 41 points. Et Marseille a également gagné son match. Ce qui fait que les bonnes opérations du week-end ont été faites par Marseille et par Rennes. Les opérations un peu even, mais qui sont perdantes vis-à-vis de Rennes et Marseille, c'est Lens, Montpellier et Metz, bien sûr. Le grand perdant dans le top 10 de ce week-end, c'est bien sûr Angers. Bordeaux a gagné son match, pour information, et Bordeaux revient à 3 points du top 10. Donc Bordeaux peut se rajouter peut-être à la lutte pour le top 10 également. Je rappelle qu'il y a 6 points d'écart entre Bordeaux et Metz, donc 2 victoires, et toujours gardez bien en l'esprit le calendrier compliqué pour les Messins, puisque les Messins jusqu'à la fin de la saison doivent jouer encore Rennes, Monaco, Lille, Marseille et le Paris Saint-Germain. Donc autant vous dire que quand vous avez sur vos 9 derniers matchs de la saison 5 adversaires du top 10, il faut bien sûr vous accrocher solidement, et la saison n'est absolument pas terminée. On va terminer, si vous voulez bien, sur les top et flops de ce match. Alors, quel est mon top du match ? Pas très simple comme décision, puisque honnêtement, je pourrais dire Thomas Delaine, et finalement je vais devoir à un moment donné dire Thomas Delaine pour plusieurs raisons, parce qu'évidemment il a le but sauveur, l'impact offensif de Thomas Delaine qui, je l'ai dit à un moment donné dans le traitement des questions importantes au niveau de ce match, a été un peu l'un des rares soutiens offensifs sur lesquels pouvait miser le FC Metz, avec Wagner. Wagner a quand même eu quelques difficultés, et Mathieu Hudol, puisque le milieu de terrain a été quand même assez, je trouve à mon sens, inoffensif la plus grande majorité du match. Il y a eu quelques éclats, mais essentiellement on est sur un FC Metz qui a reposé beaucoup ses attaques sur ses pistons, et notamment Thomas Delaine qui donc en plus obtient ce but magnifique lors de la deuxième mi-temps. J'aurais pu rajouter aussi, mine de rien, un joueur comme par exemple, je sais pas moi, un Maïga a été très intéressant une bonne partie du match. Je trouve que quand il se projette vers l'avant, il est très intéressant, même dans la récupération. Donc c'est aussi un nom à citer. Mais voilà, j'ai envie de dire cela. Et un petit point positif pour Monsieur Fofana, qui a peut-être fait son meilleur match, si l'on veut, parmi tous ces matchs. Alors c'est pas non plus extraordinaire, mais quand même une performance à signifier au niveau de son impact défensif. Pour les flops, parlons un peu des flops. Là, il y a un peu plus de choix. Je vous avoue que pendant très longtemps, j'allais me dire je vais mettre Antonetti, parce qu'Antonetti, bon, son changement de tactique est pas une grande réussite. D'ailleurs, il reconnaît à la mi-temps, ça c'est lui qui le dit, c'est pas moi qui l'invente, il le dit en conférence de presse d'après-match qu'à la mi-temps, il a dit qu'effectivement, les choix tactiques c'est pour lui. Sous-entendu qu'il reconnaît effectivement qu'il a merdé tactiquement sur ce match. Donc si je prenais un peu tout le monde, j'aurais mis Antonetti en tant que flop, puisque son changement de tactique, notamment son renforcement du milieu de terrain, n'a pas apporté ce qu'il espérait, et au contraire il s'est fait démonter démonter peut-être exagéré, mais en tout cas il s'est fait battre par le milieu de terrain lensois, qui, sous l'impulsion d'un Fofana qui était très important dans le jeu, mais aussi on a vu le but de Cahuzac, finalement a été beaucoup plus décisive
que le milieu messin. Après, si je veux aller sur un joueur en particulier, je vous avoue que Wagner, c'est compliqué parce que Wagner met quand même le penalty. Alors effectivement, il est à l'origine d'un raté, même si j'expliquais que le raté n'est pas si scandaleux que ça, mais bon, c'est quand même un raté pour un avant-centre qui fait quand même mal. Et puis à la perte de balle, où justement dans la vidéo d'analyse de match, j'explique qu'il a absolument rien à faire dans la zone dans laquelle il est. Et donc Wagner peut être aussi un flop, très légitimement. J'aurais pu mettre aussi Boulaya, qui pour le coup perd un peu, je dirais, son face-à-face avec Fofana. Voilà. Pour le coup, Boulaya a été, je dirais, peut-être pas forcément de sa faute, le fait qu'il y ait 4 milieux de terrain joue peut-être aussi sur sa prise d'initiative dans le milieu de terrain, parce qu'il n'y a qu'un seul ballon, et on a 3 joueurs de ballon, notamment Pajot, Boulaya et Sarr, qui aiment bien avoir le ballon, mais il n'y a qu'un seul ballon. Donc forcément, un joueur comme Boulaya, c'est beaucoup moins mis en évidence que lors de certains matchs précédents. Peut-être que Boulaya est dans la discussion également. On a eu un Sarr moins bon aussi, offensivement. C'est pas non plus un des Sarr que l'on a connu sur certains matchs précédents. Il a une petite responsabilité sur le deuxième but encaissé aussi, donc défensivement, des fois, c'est un peu compliqué. Voilà. Vous avez un choix, mais au niveau des joueurs, si on reste au niveau d'un joueur, je dirais plutôt peut-être Wagner, effectivement. Voilà. Mais si je prenais tout le monde, Antonetti certainement serait mon flop de ce match. On a fini, plutôt j'ai fini, de parler de ce match entre Metz et Lens. Donc j'espère que ce débrief vous aura plu, ce débrief un peu en solitaire, hein, de manière un petit peu isolée. Tout comme l'attaque tout comme l'attaque messine sur ce match, hein, très isolé. Et donc j'espère que ce débrief vous aura plu. Donc comme je l'ai dit, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne YouTube Maison du Grenade pour nous soutenir, hein. On approche des 800 abonnés tout doucement mais sûrement. Portez-vous bien, faites attention bien sûr à votre santé. Un bon début de semaine puisque ce débrief sort donc ce mardi matin. Et allez le FC Metz!